Bonsoir. Ça me fait très bizarre parce que d'habitude je parle dans une salle entièrement allumée. Là j'ai l'impression de... bonsoir, donc je suis Constance Rivière, la directrice générale du Palais de la Porte Dorée. Et on est extrêmement heureux de recevoir la Fédération francophone du débat pour ce grand procès du sport. Juste deux mots pour dire que cet événement s'inscrit dans la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qu'on fait tous les ans depuis 8 ans au mois de mars avec le soutien renouvelé de la DILCRA sans qui on ne pourrait pas le faire. Et donc, je voudrais remercier le délégué interministériel Olivier Klein d'être présent ce soir parce que sans lui, on ne serait pas capable de monter tous ces événements. Et la deuxième chose, c'était pour vous dire que ça s'inscrit pour nous un peu en avant-première d'une exposition qu'on va ouvrir à partir du 26 avril sur Olympisme, une autre histoire du monde, avec toujours cette idée d'interroger le sport sous le prisme des questions politiques, des questions de société. Et c'est bien de ça dont il va être question ce soir avec ce procès du sport sous le prisme de l'égalité et des discriminations. Et avant de commencer ce grand procès du sport, je voudrais remercier la ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement d'être venue ce soir pour participer à ce grand procès et nous dire quelques mots en introduction. Alors merci aux organisateurs, merci au président de la fédération, merci aux équipes qui ont organisé ça. Et je laisse la place à Madame Prisca Thévenot. Merci beaucoup. Là. Vous êtes vraiment dans la lumière. Bonsoir et bonsoir à tous. Madame la directrice générale, chère Constance, monsieur le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, cher Olivier, je sais que tu es là, j'arrive plus à te voir. Chères participantes et chers participants, tout d'abord, je tenais à vous féliciter, chacun et chacune d'entre vous. Bravo d'avoir accepté ce beau défi, le grand procès du sport. Bravo de mettre en avant votre talent, votre conviction et votre sincérité au service de ce plaidoyer que nous avons tous hâte d'écouter. Et de façon plus générale, bravo pour votre engagement. Car c'est bien d'engagement dont il est question ici, ce soir, avec vous. En vous glissant dans la peau de ces personnages, qu'ils soient réels ou fictifs, c'est leur vécu, leur témoignage et leur combat que vous portez. Vous leur donnez ou vous leur redonnez une voix. Et à travers vos mots, c'est leur parole que nous allons entendre ce soir. Porter la parole de quelqu'un, c'est un acte fort, mais c'est aussi un exercice délicat. Et c'est en tant que porte-parole du gouvernement que je vous le dis également. Comment s'approprier les pensées de quelqu'un d'autre tout en restant fidèle à sa vision des choses, comment trouver le ton juste, comment restituer le caractère unique d'une expérience aussi intime que celle de la discrimination. Toutes ces questions, vous avez dû vous les poser en préparant ce concours et la qualité de vos prestations démontrera, j'en suis certaine, que vous avez su y répondre avec beaucoup d'empathie, de bienveillance et d'intelligence. Oui, il faut de l'empathie, il faut en parler et de l'intelligence pour aborder les sujets de discrimination dans toute leur globalité. J'évoquais l'importance de la parole et je crois qu'elle est fondamentale. Combattre les discriminations, c'est d'abord écouter la parole de celles et ceux qui la subissent. C'est entendre leurs témoignages dans ce qu'il a de singulier, bien sûr, mais aussi dans ce qu'il a plus largement d'universel. Une discrimination ne se résume jamais à celui qui la commet et celui qui la subit. Elle engage aussi toute la société dans son ensemble. À chaque fois qu'une personne est discriminée en raison de sa couleur de peau, de ses origines, de son genre, de son orientation sexuelle ou de sa religion, c'est notre capacité à faire nation qui est directement atteinte. Notre nation, en effet, elle s'est construite sur l'idée que nos particularités individuelles sont importantes, mais qu'elles ne doivent jamais se limiter à ce que nous sommes ou ce que nous faisons. Aux yeux de la République, nous sommes tous égaux parce que nous partageons un grand destin commun qui s'appelle la France. Et chaque fois qu'une discrimination est commise, chaque fois que quelqu'un est réduit à son apparence, à ses croyances ou à ses préférences, c'est l'idée même de ce qu'est la France qui est attaquée. C'est la raison pour laquelle la lutte contre les discriminations est une priorité de l'État, qui s'engage de manière déterminée et à tous les niveaux.
Ces engagements, ils trouvent notamment leur concrétisation dans le plan national de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine que le gouvernement a présenté l'année dernière. Ce plan, piloté par la DILCRA, cher Olivier, a été élaboré en concertation avec les associations, les lieux de mémoire et d'histoire et des institutions comme l'ARCOM, le Défenseur des droits, ou encore la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il contient précisément 80 mesures concrètes pour mesurer la réalité du racisme, de l'antisémitisme et des discriminations, pour nommer ces réalités, pour mieux éduquer, pour mieux former, pour mieux aussi sanctionner les auteurs et bien évidemment pour mieux accompagner les victimes. Afin de ne pas retarder votre concours d'éloquence, je vais ne pas égrener ici et ce soir avec vous l'ensemble de ces 80 mesures que vous pouvez bien évidemment retrouver par ailleurs, mais j'aimerais, permettez-moi, en citer quelques-unes peut-être les plus fortes, qui peut-être résonneront d'autant plus ce soir en écoutant vos voix, vos plaidoyers. Il y a parmi celles-là la formation à la totalité des agents de la fonction publique aux enjeux de discrimination. Il y a également la facilitation du dépôt de plainte pour les victimes, notamment avec l'anonymisation partielle des plaintes. Il y a l'émission de mandats d'arrêt en cas d'infraction grave ou à caractère raciste ou antisémite. Et il y a le fait que chaque élève puisse bénéficier d'une visite historique ou mémorielle liée au racisme, à l'antisémitisme ou l'antiziganisme durant toute sa scolarité. Pourquoi je vous relève ce dernier point? C'est parce que j'étais justement ce matin au musée d'art et d'histoire du judaïsme aux côtés d'un groupe de lycéens dits décrocheurs qui ont échangé avec le dessinateur Johann Sfar sur des sujets de la mémoire et de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. C'était un moment fort car nous avons pu faire l'expérience concrète de l'importance de la transmission et de l'éducation dans la lutte contre les discriminations au travers de témoignages, d'échanges et bien évidemment de paroles. Être parmi vous dans ce lieu mémoriel qui est le musée d'histoire de l'immigration, cette journée mondiale pour l'élimination de la discrimination raciale et en pleine semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, je crois important de rappeler tout cela. Rappeler pourquoi nous devons tous continuer à nous mobiliser pour lutter contre les discriminations. Parce qu'elles nous heurtent, elles nous indignent, elles nous révoltent, mais plus largement aussi parce que chaque discrimination est un véritable coup de canif dans le contrat social qui nous lie. Chaque discrimination, même lorsqu'elle ne nous touche pas personnellement, nous concerne en tant que citoyennes et citoyens. Et c'est la force de ce grand procès auquel vous allez vous livrer ce soir, en incarnant d'autres personnes, d'aujourd'hui ou d'autres époques, en vous mettant à leur place, vous démontrez que les discriminations sont l'affaire de tous et qu'elles n'épargnent aucun domaine de notre vie. Le sport, qui porte pour autant en lui des valeurs d'équipe, de respect et de cohésion, n'est malheureusement pas épargné. Et en cette année historique, alors que la France s'apprête à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques, aborder la question des discriminations dans le sport est un choix symboliquement extrêmement fort. Alors je tiens à remercier la Fédération francophone de débat pour cette belle initiative. Et avant de conclure et de vous céder la place bien évidemment à vous, les orateurs, je voudrais reprendre les mots du président de la République. Les discriminations nous rappellent que la République n'est jamais achevée. C'est un chemin permanent, c'est un combat de tous les jours. Et par votre présence, par vos mots et votre engagement, vous contribuez aujourd'hui, ce soir, à faire un bout de chemin et à livrer une partie de ce combat. Je vous remercie. Madame la ministre, monsieur le délégué interministériel, madame la directrice générale, chers amis, chers camarades de la Fédération francophone de débat, c'est pour moi un plaisir et un honneur d'être ici parmi vous ce soir en ma qualité de président de la Fédération. Et j'aimerais vous dire un mot avant que le procès ne commence et vous parler précisément de cette fédération qui est née maintenant il y a 12 ans d'un constat et d'une révolte. Le constat, c'est qu'il existait finalement peu de structures dans la société française, dans le monde universitaire, qui formaient à l'art oratoire. Et la révolte, c'était évidemment, face à ce constat alarmant, la nécessité précisément de bâtir ces structures. Ces structures, elles sont nées dans le monde universitaire, d'abord par des associations qui ont fleuri et qui continuent de fleurir aujourd'hui
en France et partout dans le monde francophone, afin de remplir la maxime qui est la nôtre, le fondement auquel nous croyons très profondément, qui est « on ne naît pas oratrice, on ne naît pas orateur, on le devient ». Voilà, certains ont déjà le réflexe. Je vous préviens, on terminera cette soirée sur cette maxime et je vous demanderai à toutes et à tous de la dire en chœur. Bien sûr, pourquoi est-ce que nous nous sommes dit qu'on ne naît pas orateur, on le devient? Parce qu'il était nécessaire pour nous aussi de lutter à notre manière, à notre échelle, contre les inégalités sociales, contre l'autocensure. Et c'est pour cette raison que l'une de nos activités principales, c'est la formation à la prise de parole en public. La formation entre nous, entre étudiants, entre jeunes actifs, mais aussi à destination des publics scolaires, à destination des publics dans les milieux carcéraux, dans les centres éducatifs fermés, partout, dans tous les endroits où il y a ce besoin, où il y a cette nécessité, précisément comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, pour faire nation. Même si, vous l'aurez compris, à travers notre titre de fédération francophone, nous ne nous limitons pas aux frontières nationales, mais nous travaillons de concert avec des associations, que ce soit en Suisse, en Belgique, que ce soit au Québec, que ce soit en Haïti, que ce soit dans les nombreux pays africains francophones qui font partie de la majorité des locuteurs de cette belle langue qu'est le français. Parmi les exercices qui sont nos exercices phares, nous avons le débat, d'où notre titre. Nous avons les simulations parlementaires, nous avons les concours d'éloquence, mais nous avons aussi les grands procès historiques, les grands procès de figures, de personnalités. Nous avons pu juger aussi bien Napoléon, Robespierre, que des figures de la pop culture, comme Dark Vador, et d'ailleurs, un actuel ministre du gouvernement a été, à l'époque où il ne l'était pas encore, le défenseur de Dark Vador au Grand Rex. Vous pourrez retrouver ces archives si cela vous intéresse. Toujours est-il que ce n'est pas une pièce de théâtre que vous allez voir ce soir. Ce n'est pas non plus une reconstitution historique. Ce sont deux exercices qui sont, ma foi, honorables, mais qui ne sont pas ceux que nous allons accomplir. Notre proposition, je la détaillerai, je la décrirai à travers le terme proposition pédagogique. Une proposition pédagogique, ça les fait rire, mais en même temps, ils sont d'accord avec moi. Cette idée que, à travers l'exercice agonistique du débat, à travers l'exercice agonistique du procès, on retrouve aussi le logo de la fédération, c'est-à-dire l'épée, qui rappelle certes que la démocratie, c'est aussi le conflit, mais la plume qui est plus forte que l'épée. Ce soir, vous allez donc entendre des personnes qui vont incarner des rôles, qui vont jouer des personnages de telle ou telle époque, qui vont certainement aussi utiliser des propos, des terminologies un peu surannées, un peu choquantes. Mais les personnes qui ce soir vont débattre en incarnant des rôles, et vous pourrez ensuite vous faire votre opinion. Nous jugerons ce soir de savoir s'il faut ou non condamner le sport comme une discipline discriminante ou non. Et nous désignerons ce soir aussi une meilleure oratrice ou un meilleur orateur. Ce soir, nous aurons un jury prestigieux. Nous avons Monsieur le délégué international à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, en la personne d'Olivier Klein, que vous pouvez applaudir. Madame la directrice générale du Palais de la Porte Dorée, que je remercie d'ailleurs le Palais de la Porte Dorée d'accueillir cet événement, et en sa directrice générale, toute l'équipe, toutes les équipes de ce Palais de la Porte Dorée. J'ai nommé Madame Constance Rivière. Vous le savez peut-être, une exposition va bientôt s'ouvrir et la commissaire de cette exposition, l'Olympisme, une autre histoire du monde, est là ce soir également, Elisabeth Joly-Chimel, que vous pouvez aussi applaudir.
Et enfin, puisque la fédération existe, je vous l'ai dit, depuis 12 ans, et que certains sont passés par la fédération, sont devenus parfois de brillants avocats du sport, qui aujourd'hui utilisent leur oratoire au service de leur discipline. Il a été champion de débat, il a été champion d'éloquence, mais ce soir, il est dans le jury. J'ai nommé Maître Amir Ghazi. Bien sûr, dans un procès, vous le savez, il y a une équipe de l'accusation. Et dans ce match de ce soir, je vous demande d'accueillir l'équipe de l'accusation ce soir. Mais vous l'aurez compris, ce procès n'est pas un procès totalitaire. Il y aura aussi une partie adverse. Il y aura une équipe de la défense aussi ce soir, que l'on peut applaudir. Et bien sûr, dans un procès, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Si vous me donnez une petite seconde. Personne pour m'habiller. Bien. Afin d'introduire ce procès, qui est aussi un procès historique, il convient de savoir quelles sont les personnes qui ont contribué à faire revenir à l'ordre du jour l'olympisme et les Jeux olympiques. Parmi ces deux personnes qui vont parler ce soir, l'un est connu et l'autre l'est beaucoup moins. Le premier s'appelle Pascal Grousset. Il va certainement nous dire ce soir qui il est. Le deuxième, vous le connaissez déjà. Il s'appelle Pierre de Coubertin, mais vous ne connaissez peut-être pas nécessairement toutes ses idées, et peut-être qu'il vous surprendra ce soir. Mais pour commencer, Monsieur Pascal Grousset, vous avez la parole pour votre témoignage. Nous étions trois. Trois hommes confrontés à une épreuve qui aurait pu nous coûter la vie. Trois à nous entraîner clandestinement pendant des mois. Trois à franchir à la nage plusieurs centaines de mètres jusqu'à une barque malingre entre les récifs acérés. Trois communards à contre-courant qui se sont échappés du bagne de Nouméa pour avoir contesté l'ordre aristocratique et bourgeois. La République, ce n'est pas seulement une idée révolutionnaire. Ce n'est pas seulement l'esprit démocratique de la loi qui la compose. La République, c'est aussi la vigueur des corps qui la portent et la défendent à l'encontre des nations ennemies, des monarchistes et d'industriels avides de pouvoir et de démocratie factice. Mesdames et messieurs les jurés, ne sous-estimez jamais la portée sociale que peut avoir une politique qui forme la musculature d'une nation. Car si le sport ne relève pour vous que d'une passion intime ou d'un simple hobby, il peut en réalité faire et défaire des régimes, introniser un roi ou décréter le suffrage universel. Mon contradicteur ici présent l'exprime le mieux en écrivant dans son essai « Colonisation et sport ». Les sports sont un instrument vigoureux de disciplinarisation. Et il préconise ensuite d'amuser les indigènes de nos colonies pour les faire devenir plus maniables qu'auparavant. Mon intention n'est pas de vous démontrer si le baron Pierre de Coubertin mérite ou non une statue pour avoir passé la postérité grâce à une idée qu'il a vraisemblablement volée, celle des JO, mais plutôt de dévoiler le projet politique qui se cache derrière nos deux visions du sport. Pour M. de Coubertin, le sport est une affaire d'hommes et de combats, de sélection impitoyable, de compétition permanente et harassante.
La politique qu'il vise n'est pas celle du sport pour tous, mais d'un sport qui divise. D'une part, celle pour ses grands amis, bourgeois et aristocrates, qui tentent à sélectionner la fine fleur de l'armée, les meilleures lames, de futurs officiers policés et intraitables qui ont appris la maîtrise de leur corps et de la douleur dans le sang et la sueur. De l'autre, un sport pour la populace et les indigènes, qui visent l'obéissance et la discipline et ne travaillent qu'un seul muscle, l'échine, pour mieux la courber. Cet homme se dit républicain, mais scinde la nation en deux, divise l'indivisible. Son projet, je peux vous en parler parce que je l'ai éprouvé personnellement, dans ma chair. C'est celui qui mène à l'horreur d'une armée versaillaise, insensible à ce peuple qu'elle exècre, qui lui est en réalité plus étranger que l'aristocratie de Prusse. Cette armée, entraînée sur des pistes, sur des rings, dans des bassins, dans des stades, dans des gymnases qui excluent le peuple et qui sera prête à abattre le jour venu des milliers de Françaises et de Français comme elle l'a fait pendant la semaine sanglante de la Commune de Paris. Mais je ne suis pas naïf pour autant. Je ne nie pas l'intérêt du sport pour la défense de la nation. Je suis résolument pacifiste, mais le jour où le corps social devra bander ses muscles pour sa liberté, elle le fera. Et n'en déplaise à Coubertin, il sera formé d'hommes et de femmes. Car ces femmes qu'il veut exclure et dont il trouve qu'il est indécent que les spectateurs soient exposés au risque de voir leur corps si fragile brisé devant leurs yeux. Je les ai vues, par les miens, se faire trouer la peau par ses pairs sur les barricades de la Commune, alors qu'il faisait encore joujou à l'épée de bois dans le château de son père. Mais je ne puis critiquer ce projet sans m'extraire de cette rhétorique guerrière. Le sport, monsieur Coubertin, n'est pas qu'une affaire de sadomasochiste en gants de cuir ou d'excès, comme vous avez pu le dire. Il en va aussi d'émotions que vous ne pouvez ressentir dans votre petit carcan et votre redingote de gourgeasse coincée. Car oui, le sport est aussi un puissant vecteur de fraternisation, de joie et d'épanouissement social. C'est pourquoi j'ai notamment défendu la vélocipédie pour tous. C'est aussi pourquoi je désire que les enfants puissent s'amuser dans chaque école de France et qu'ils puissent courir, sauter, taper dans une balle, respirer largement et mettre en action le plus de muscles possible dans leur petit corps, et y compris et surtout ceux de leur sourire, par des sports courtois, praticables en plein air et réguliers. Monsieur, je vous souhaite un jour de ressentir l'allégresse de la liesse, la joie immense, la fierté, et pas seulement cette pulsion nationaliste qui vous ceint, non, la fierté d'organiser ces fêtes du sport populaire pour toutes les écoles, de voir ces milliers de gamins déambuler dans les rues de Paris et ces parcs se défouler, la vie débordant dans les tout sautements de l'effort. Et c'est pour cette raison que si l'héritage des Lumières est révolutionnaire, doit continuer à irriguer la pensée et ancrer l'émancipation de la nation. L'éducation physique doit désormais l'animer et en garantir la sauvegarde et la perpétuation, quitte à nager parfois à contre-courant. Et alors, seulement à ce moment-là, nous pourrons créer ces Jeux olympiques que j'ai souhaités de mes vœux quand vous étiez encore un bambin sur les bancs de l'école, et en faire ce bel événement qui dépasse les classes sociales et suscite le désir de pratiquer le sport à tous les niveaux. Un sport où la compétition est saine, portée par les valeurs de l'entraide et du dépassement comme voie d'épanouissement. Et ce jour, nous pourrons dire que l'important aura été de participer. Monsieur le baron, à vous la parole.
Messieurs, Monsieur Grousset est un outrecuidant, un impudent, un éhonté, tantôt au bagne, tantôt en exil, tantôt romancier du dimanche, et puis 4 fois député. Curieux mélange, sacré cumulard, monsieur le communard. L'histoire n'a rien retenu de lui. Son patronyme vous rappellera davantage un type de montre, une prouesse de l'horlogerie portative, qu'un homme d'action. Pendant ses pérégrinations et échecs à relancer les Jeux Olympiques, moi, j'ai œuvré pour la France et pour la cause sportive. Non comme l'une de mes nombreuses velléités, mais comme ma mission principale. Dans mon premier ouvrage, L'éducation en Angleterre, j'ai analysé l'importance que nos voisins outre-Manche donnaient au sport dans l'éducation de la jeunesse. Et j'ai milité pour que nous fassions de même. Chaque fois que j'obtenais un poste, chaque fois que je siégeais dans une commission, je me battais pour vous offrir plus de sport dans l'éducation. Et dans mes premières lignes, je m'adressais déjà à vous et je vous disais, il y a bien longtemps que je vous entends vous plaindre de la situation qui est faite aux enfants français. On leur a retiré jusqu'au privilège d'être des enfants. On les bourre de connaissances, on en fait des dictionnaires vivants, on les surmène. Et à force d'engraisser leur intelligence comme on engraisse les volailles, on affaiblit leur force physique, on tue leur énergie morale. La puissance d'une nation ne peut être uniquement intellectuelle. Il faut aussi rendre plus fort, former des corps énergétiques, un mental, une morale pour ceux qui commanderont demain. Le sport doit hisser la race française, parce que la race, c'est le sens de l'histoire. Opérer une sélection naturelle et sociale, forger une chevalerie sportive d'hommes talentueux et vertueux. Ma devise à moi, c'est voir loin, parler franc et agir ferme. Ça n'a jamais été l'important, c'est de participer. Ça, c'est pour M. Grousset, qui voudrait un sport sans élitisme, un sport qui ne distingue pas les plus forts des plus faibles, un sport qui crée un collectif, mais qui ne permet pas aux individualités d'émerger. Bravo, Monsieur Grousset! Vous venez d'inventer le sport amateur. Et je ne suis pas contre. Sauf que c'est le sport pour les faibles. Pour que les masses populaires et que les indigènes se dépensent sainement plutôt que de semer le désordre dans nos rues. Vive le sport amateur! Vive les sportifs du dimanche! Pourvu qu'ils retournent travailler au lundi. Maintenant, venons-en au vrai sujet. Le sport professionnel, les Jeux olympiques. Bien sûr qu'à ces occasions, il faut que les hommes les plus forts de la race brillent. Parce que c'est ce que le public demande. Parce que c'est ce qui place notre nation au-dessus des peuples arriérés. Qui voudrait d'une Olympiade des seconds couteaux? Pire encore, qui voudrait d'une Olympiade femelle? Inesthétique, impratique, inintéressante. Personne ne veut voir le corps des femmes ployé sous un effort trop important pour elles. Que dirait le monde si nos athlètes aux compétitions n'étaient pas les meilleurs, s'ils étaient sous-compétents? Eh bien, nous aurions honte, tout le monde se moquerait de nous. Voilà pourquoi nous devons continuer de former et sélectionner la fine fleur sportive française. Moi, Pierre de Coubertin, j'ai toujours porté mes convictions
franchement. J'ai formé des clubs sportifs, des unions, des fédérations. J'ai formé un réseau international, j'ai tissé une toile internationale. Et fort de tout cela, en 1894, là où tous avaient échoué, j'ai ressuscité les Jeux Olympiques. Et je suis devenu directeur du CIO. L'histoire a retenu mon nom, mais a oublié Grousset, parce que l'histoire retient les plus forts, non parce qu'ils l'écrivent, mais parce qu'ils la font. Dans le sport, comme en histoire, l'important, c'est de gagner. Tout le monde s'en moque de participer. Nous allons donc passer maintenant à la phase des témoignages dans ce procès. Et le premier témoin de ce procès est un nageur qui a une histoire particulière qu'il va nous raconter. Il s'agit de M. Alfred Nakache. Vous avez la parole pour votre témoignage. Chers amis, chères familles, chers compatriotes, et les patriotes d'ailleurs aussi, car on ne discrimine pas ici. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non seulement en tant qu'homme qui a nagé à travers les courants de l'histoire, mais aussi en tant que survivant, un témoin des heures les plus sombres de notre temps. Mon nom est Alfred Nakache, et certains me connaissaient sous le surnom de nageur d'Auschwitz. Né en Algérie, accouché par ce pays où la mer et le soleil se rencontrent, j'ai rapidement développé une passion pour la natation. Cette passion, dès mon plus jeune âge, ne connaissait pas de limite. Elle m'a mené à de nombreux succès à travers la France et au-delà, me faisant devenir un des nageurs les plus renommés de mon époque. Je rêvais de gloire, de victoire et d'olympisme. Je me rappelle encore de ma mère qui, prenant la 4e de couverture de Paris Match sur laquelle je figurais, l'a montrée à notre entourage et entonnait son habituel « Regardez comme je suis fier, c'est mon fils, il est champion du monde !» Quelques années plus tard, ce sont d'autres salauds qui reprenaient cette même photo et scandaient « Regardez comme il est fier, ce sale juif, il contrôle le monde !» Car oui, mon histoire est aussi marquée par une tragédie que nous pensions pourtant inimaginable. Durant la Seconde Guerre mondiale, en raison de mes origines juives, j'ai été arrêté par le régime de Vichy. Ma famille et moi avons été déportés à Auschwitz, ce lieu qui symbolise l'horreur, où chaque jour était un combat pour la survie. La natation est devenue ma bouée de sauvetage. Même dans cet enfer sur terre, je disais souvent à mes camarades, si vous pensez que nager dans une piscine glacée en plein hiver est dur, essayez donc de le faire avec un officier SS qui vous regarde. Je vous assure, vous apprendrez à nager plus vite que vous ne l'auriez jamais cru possible. Nager pour échapper à la réalité, même pour un court moment, nager pour survivre. La perte de ma bien-aimée famille, ma femme Paul et ma fille Annie, arrachées à la vie, reste gravée dans mon cœur comme des cicatrices indélébiles. Pourtant, au lieu de me laisser consumer par la haine et le désespoir, j'ai choisi la résilience. Après la guerre, malgré le poids de la peine, j'ai trouvé la force de me jeter à nouveau dans les eaux, de concourir, de représenter mon pays dans les compétitions internationales. C'était ma façon de défier ceux qui avaient tenté de nous détruire, de montrer que l'esprit humain est libre et indomptable. Mais chaque course, chaque victoire était dédiée à la mémoire de ceux que nous avions perdus et à la force de ceux qui ont survécu. Mon histoire est celle de l'humanité face à l'adversité, de pouvoir de l'esprit humain face à la terreur de l'arbitraire le plus totalitaire. L'antisémitisme n'est pas une relique du passé, une ombre de l'histoire que nous pouvons choisir d'ignorer.
Non, il s'agit d'un mal insidieux qui continue de se répandre dans les fissures de nos sociétés. C'est une bataille constante que nous devons mener non pas seulement pour le peuple juif, mais pour l'humanité tout entière, car en réalité l'antisémitisme est à l'avant-garde de la violence généralisée. Il prend racine là où les mauvaises herbes et autres virus idéologiques poussent ensuite. Je suis ici pour vous dire que la lumière brille toujours dans les ténèbres. Ma survie, mon retour dans les eaux, mon refus de devenir comme mon ennemi pour lui opposer une légitime défense, tout cela témoigne de la force de l'esprit, de notre capacité incroyable à tenir bon contre vents et marées. Pourtant, nous ne devons jamais prendre cette lumière pour acquise. L'antisémitisme, sous toutes ses formes, qu'il soit ouvert ou voilé, doit être combattu avec la même vigueur que j'ai mise dans chacune de mes courses. Nous devons enseigner à nos enfants non seulement les horreurs du passé, mais aussi les leçons de compassion, de résilience et d'humanité. L'histoire de ma vie est un appel à l'action, un appel à rester vigilant face à la haine agressive et violemment injustifiée, un appel à se souvenir que même dans les moments les plus sombres, chaque geste de bonté, chaque parole de vérité, chaque acte de courage compte. Mon voyage n'est pas seulement une histoire de douleur et de perte, mais aussi de bravoure et de persévérance. Alors, chers amis, merci de porter avec moi cette lumière et d'en transmettre les étincelles de liberté, car même individuelles, elles formeront un ardent flambeau contre l'obscurité. Oui, j'ai une question à poser à Monsieur Nakache. Monsieur Nakache, ne venez-vous pas de montrer et de démontrer au public qui s'y présente que votre sport, la natation, vous permet et vous a permis de lutter contre l'antisémitisme? Eh bien, je ne pourrais qu'abonder en le sens de cette question, qui me semble tout à fait rhétorique. La natation m'a permis de fendre les eaux et en quelque sorte de réaliser des miracles. Vous savez, un de mes ancêtres, semble-t-il, a ouvert la mer en deux face à un ennemi qui comptait le pourchasser pour de funestes desseins. Eh bien, semble-t-il, j'en suis sorti de ces difficultés, de ces gouffres de l'histoire, pour nous diriger vers une terre promise, semble-t-il, j'ai nommé la France. Le sport vous a donc permis de lutter contre l'antisémitisme. Nous sommes donc d'accord. Merci, Monsieur Nakache. Merci, maître. Nous allons donc passer maintenant à l'audition d'un autre témoin plus contemporain, apparemment supporter, c'est bien comme ça qu'on dit, Monsieur Michou Ligan. Votre témoignage. Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, sans notre ferveur quand nous marchons ensemble près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi afin que nos couleurs brillent encore, afin que nos couleurs brillent encore. La mentalité ultra, les ultras, ces supporters passionnés et dévoués qui apportent tant à l'atmosphère du football. Les ultras, nous, qui incarnons l'esprit du soutien inconditionnel. Leur présence crée une atmosphère électrique qui transcende les simples spectateurs pour inspirer les joueurs sur le terrain. Une énergie palpable s'en dégage qui pousse l'équipe entière, une ville entière, à donner le meilleur d'elle-même. Ils sont les gardiens de la culture d'un club. Leurs chants, drapeaux et traditions contribuent à tisser un tissu fort, un tissu communautaire autour de leur équipe. Ils exercent une pression positive sur les clubs. Leur engagement passionné incite les dirigeants à maintenir des normes élevées et élitistes, évidemment, de la performance et des responsabilités
garantissant ainsi sa continuité au fil des générations. Alors oui, il y a des dérives, évidemment, qu'elles soient homophobes, racistes ou tout simplement violentes, elles existent. Mais nous les combattons. Car les différences font la singularité de notre sport, de tous les sports. Et elles sont même inscrites dans le col du maillot de l'équipe de France. Nos différences nous unissent. Ces chants se transmettent de génération en génération. Il ne faut pas voir derrière cela une volonté d'insulter des personnes issues des minorités, mais simplement des chants à l'encontre des supporters adverses, par des qualificatifs qui, à l'époque, étaient considérés comme négatifs. C'est la guerre. Je suis désolé d'employer ces termes, mais c'est la guerre. Chacun veut l'emporter et pour ce faire, tous les moyens sont bons. Évidemment, excepté la violence. Vous savez, le football, c'est un vecteur de tolérance dans notre société. Dans les années 1910, par exemple, les joueurs étrangers étaient mal perçus en Europe. Ils ne pouvaient donc pas jouer ici. Le club de l'AC Milan refusait tout joueur non européen sous ses couleurs, car ils étaient évidemment le reflet de la doxa générale en Italie à cette époque. Les dirigeants de l'autre petit club de Milan se sont donc dit « Nous allons monter un club différent. Mais il nous faut alors des couleurs, une histoire, un maillot, un logo, mais surtout une raison d'être. » Il était tard, et au cœur de la nuit noire, autour d'une table, ils se sont réunis. L'un d'eux, dans un éclair de génie, s'est exclamé « Cette superbe nuit nous offrira les couleurs de notre club, noir, bleu et doré par les étoiles. Notre club s'appellera l'International, car nous sommes tous des frères du monde. » L'Inter Milan était alors né, et avec lui naissait une ferveur populaire. Des ultras? Non, pas des ultras, des tifosos. Le mot tifoso vient du verbe latin tifare, qui signifie soutenir et encourager. Un tifoso, c'est littéralement quelqu'un qui encourage, qui supporte son équipe de manière passionnée, mais surtout inconditionnelle. Comme je vous l'ai dit, dans le milieu du football ou du sport, tout simplement, il y a énormément de traditions. Alors j'entends que certains mots puissent choquer lorsqu'ils sont entonnés par des milliers de personnes dans un stade. Je comprends que des personnes se sentent offusquées par l'utilisation de ces insultes. Cependant, il faut remettre le tout dans un contexte global, comme toutes les traditions. Si nous souhaitons interdire ces chants, interdisons les chansons paillardes, les morceaux de rap aux mots blessants pour certaines communautés, ou encore certains journaux polémiques. Nous ne devons pas permettre de mettre un curseur à notre indignation. Alors, soyez honnêtes avec vous-même. Aussi, nombreux sont les ultras qui s'engagent dans des actions caritatives et sociales. Leur passion pour le football se transforme en une force positive pour la communauté. Des collectes de fonds, des campagnes de sensibilisation, des maraudes même. Par exemple, le collectif Ultra Paris distribue chaque semaine 300 repas à des sans-abri et accompagne des enfants atteints de leucémie. Pendant la crise sanitaire, des groupes d'ultras à travers l'Europe se sont mobilisés pour aider pendant la pandémie. En Croatie, des membres des Bad Blues Boys de Dynamo Zagreb assistent les hôpitaux après un séisme. En Autriche, les ultras du Wacker Innsbruck coordonnent leurs efforts pour livrer de la nourriture et aider la région de Bergame en Italie en collectant des fonds pour un hôpital local. En Belgique, les ultras du stade de Liège lancent une collecte de fonds pour les hôpitaux de la région en collaboration avec d'autres groupes de supporters venus des 4 coins du monde. Vous l'avez donc compris, les ultras ne sont pas simplement des supporters qui se mettent à poil sous 10 degrés. Ce ne sont pas des sauvages, malgré qu'ils soient souvent placés dans des parkages. Nous, ultras, nous combattons toute dérive raciste, homophobe ou autre pratique néfaste dès que cette dernière dépasse le stade des chants et des railleries.
Les groupes ultras sont parmi les groupements les plus diversifiés de par les différences ethniques, religieuses ou encore politiques dans notre monde. Car tous, comme moi, sommes animés par la même passion, celle du sport. Manifestement écrit par votre avocate. Monsieur le procureur, que vous avez une question à poser. Monsieur Liguen, j'ai une question pour vous. Enculé, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une insulte homophobe qui associerait intrinsèquement un acte sexuel à quelque chose de péjoratif et de dégradant. L'homophobie est un délit. Le stade serait-il une zone de non-droit? La sodomie n'est pas réservée aux homosexuels. Alors lorsqu'on traite quelqu'un d'enculé, on pourrait le traiter de redoublant, de joueur de foot. On pourrait le traiter de n'importe quel mot, puisque pour vous, n'importe quel mot est une insulte. C'est juste une pratique comme une autre. C'est vous tourner son sens. On ne fait quand on fait cette réponse, je crois que nous avons compris le sens global de votre témoignage. Nous allons donc passer au prochain témoignage et j'appelle donc à la barre Christine Dame qui va nous livrer son témoignage. Je vous donne la parole. Mesdames, Messieurs, chers jurés, rassurez-vous, je ne suis pas la voix du wokisme ce soir. Ce soir, personne ne va se faire cancel. Bon, je viens d'entendre quand même une défense toutefois particulière. Peut-être que je ne suis plus si sûr après l'apathie, le fanatisme, le racisme, le sexisme, l'homophobie. Bon, je ne suis pas non plus ici pour promouvoir un combat personnel. Je suis ici et je me tiens devant vous ce soir, je plaide pour accuser l'hypocrisie et la paresse intellectuelle du CIO. J'accuse cette paresse intellectuelle et aussi ce refus. Un refus de regarder, de détourner le regard sur les discriminations et les injustices qui sont dans le fondement des règlements des institutions sportives dans ce monde. Ce combat, ce n'est pas le mien. Aujourd'hui, je porte un projet, le projet d'un olympisme équitable. Non pas le projet de M. Coubertin, le projet d'un olympisme équitable selon les physiologies de chacun. Et ce projet, je le mène aussi parce qu'il y a une nouvelle question en jeu. Cette question-là, c'est l'introduction des personnes transgenres dans les compétitions sportives. Certains vous diront que non. On ne peut pas accepter des personnes transgenres dans ces compétitions-là parce que naître homme et devenir femme ensuite, ce ne serait pas juste pour les autres compétitrices. Pas juste, et on va vous dire que ce n'est pas juste parce qu'il y a de la testostérone. Oui, cette hormone qui fait grandir vos muscles, vous donne de la force, messieurs. Les femmes transgenres ne l'ont pas tant que ça. Elles ne l'ont pas tant que ça parce qu'elles se font contrôler et aussi, elles ont des bloqueurs de testostérone. Cet argument vient d'un fantasme. Un fantasme, une idée transphobique, bien sûr, où des personnes se diraient que si maintenant on peut s'identifier à un autre genre, on pourrait juste dire, aujourd'hui, tiens, je veux me sentir femme pour gagner une compétition. Certaines compétitions sportives qui n'étaient pas sérieuses l'ont admis. Ici, on parle quand même des Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a un minimum de sérieux, un minimum de contrôle, et donc un minimum de respect des règles. Et ce respect des règles, il englobe non seulement les personnes cisgenres, mais aussi toutes celles qui veulent rentrer dans la compétition. Celles qui veulent rentrer dans la compétition et qui ont un passé différent. Un passé qui a été marqué par une transition hormonale et parfois même chirurgicale. On a vu un exemple qui a été flagrant pour illustrer cet avantage si évident des personnes transgenres en compétition.
En 2021, l'athlète Laurel Ebar est une haltérophile. Haltérophile transgenre, c'est la première fois qu'elle participe et elle a fini dernière. Bon, c'est évident, les personnes transgenres ont un avantage parce que la testostérone, forcément, a été contrôlée. Et là, un deuxième argument pourrait être énoncé contre ces communautés-là. L'argument de dire qu'il y aurait des dispositions naturelles. Et on l'entend. Quand on grandit et qu'on a une puberté, quand on est un boutonneux masculin, on grandit davantage. On prend davantage de carrure aussi. Il peut y avoir, certes, des disparités entre les athlètes femmes transgenres et les femmes cisgenres. Mais ces dispositions naturelles ne sont pas seulement entre les personnes transgenres et les personnes cisgenres. Les athlètes que l'on retrouve aux Jeux Olympiques sont tous exceptionnels, ont tous des dispositions physiques extraordinaires. Et là maintenant, ça nous amène à nous poser cette question. Quand on juge des personnes, des athlètes, des sprinteurs, on juge leur individualité par rapport à quoi? On a distingué les sexes. Mais quand on a Usain Bolt qui fait 1m96 et qu'on a d'autres athlètes, d'autres sprinteurs qui en font 1m70, est-ce que c'est juste de les mettre dans la même compétition? Mettre un petit homme et un géant coude à coude et se dire que le meilleur gagne? Exactement. Ce ne serait pas juste. Pour avoir de la justice, on propose des Jeux Olympiques équitables, avoir plus de catégories. Catégoriser davantage pour permettre à chacun et à chacune qui excelle dans sa discipline de ne pas être victime de ses conditions, de ne pas être victime de sa taille, de son poids, de sa carrure. Et c'est ainsi que certaines disciplines l'ont déjà fait, comme le judo, où on ne verrait pas, et ce ne serait pas juste de voir une personne de 70 kg se battre contre une personne de 120. Cette chose-là, on doit la retrouver de manière plus large dans les Jeux Olympiques. À travers non seulement la taille, le poids, la morphologie, mais aussi le taux de testostérone, pour pouvoir non seulement inclure la diversité qu'il y a entre les genres, mais aussi inclure les personnes intersexes qui aujourd'hui sont exclues de ces compétitions alors qu'elles ne l'ont pas choisi. Elles n'ont pas choisi leurs conditions et elles ont des conditions physiques et un travail qui a été remarquable. Merci bien. Oui, j'ai une question pour le témoin. Ouais. Alors, quelque chose me taraude. Vous parlez de mettre en place des catégories de poids qui existent déjà. Et vous voulez justement rendre des JO plus équitables et ne pas mettre des athlètes dans des cases, mais j'ai l'impression que c'est ce que vous faites. Comment rendre ces Jeux Olympiques plus équitables selon vos critères? Nous vous écoutons. L'écoute est une qualité que je vous conseille de travailler. Catégoriser, c'est pour permettre l'équité. On catégorise avec davantage de rigueur pour permettre à ceux qui sont petits de ne pas se faire dépasser par les géants, pour permettre à ceux qui sont trop larges de ne pas écraser ceux qui sont plus chétifs. Et avoir des personnes de n'importe quelle morphologie et de n'importe quel taux de testostérone, pour inclure toute cette diversité du genre humain, pour les faire participer et voir l'excellence du genre humain à travers toute sa diversité. Dernière question. Est-ce que vous regardez les Jeux Olympiques? Je n'ai pas compris. Merci. Ce n'est pas une question, mais une remarque. Je crois que Regardez-vous les Jeux Olympiques? Maître, s'il vous plaît, je crois que le CIO a été invoqué et je crois que nous avons une représentante du CIO ce soir. Madame Laloy, à vous la parole pour votre témoignage. Il est certaines périodes floues dans nos sociétés contemporaines. Il est certains comportements des hommes floutant nos sociétés. Alors, mesdames et messieurs les jurés, chère assemblée, nous sommes aujourd'hui dans une de ces périodes. Période
où l'hypocrite empathie prend le dessus sur la rationalité. Période où la crainte de blesser ou de déplaire tétanise la moindre conscience. Période où la femme, une fois de plus, connaît les injonctions jusqu'à l'effacement. Témoignant ce soir en tant qu'ancienne membre du comité olympique en charge des questions de règlement, je serai, malgré moi, de par mon expérience, la personne à abattre pour avoir osé mettre en lumière ce temps flou, ce temps trouble. Certains bien-pensants voudraient aujourd'hui supprimer les catégories actuelles en permettant l'intégration des personnes transgenres et intersexes au sein des Jeux Olympiques de Paris 2024. Comme une vérité absolue, ils acclament haut et fort, sans aucune nuance, « J'ai raison et vous avez tort ». Mais non, cette binarité-là ne peut être accueillie. Le comité olympique a fait le choix de laisser la possibilité aux fédérations internationales de se saisir de la question. Un choix que beaucoup considèrent lâche ou paresseux, mais qui est en réalité la conséquence du flou dans lequel nous sommes. En l'état des avancées scientifiques, il semblerait qu'il n'y a pas assez de preuves pour démontrer que les femmes transgenres ne sont pas avantagées. Telle est la position adoptée par les fédérations d'athlétisme et de natation. Aussi fou que cela puisse paraître, oui, nous faisons primer la science à la bien-pensance, la cohérence à l'agitation, l'institution au progressisme. Comprenez bien, l'idée défendue ici n'est pas celle qui consisterait à dire que les personnes transgenres n'ont pas leur place dans les compétitions sportives, que les femmes transgenres n'étant pas de vraies femmes, elles effaceraient la femme originelle. Non, certainement pas, vous ne nous le ferez pas dire. Le constat, qui est le nôtre aujourd'hui, est qu'en effet, nous ne savons pas, tout comme vous ne savez pas. Et quand nous ne savons pas, nous réfléchissons et nous prenons le temps d'apprécier, de juger les faits. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de créer des pistes d'atterrissage sur le champ de Mars pour ceux qui se sentent hélicoptères, parce que nous ne savons pas si cela serait fair-play. Le doute persistant, les conséquences d'une telle inclusion sont lourdes. Lourdes pour la femme. Un siècle pour construire la femme olympique, une édition pour qu'elle soit, une fois de plus, mise à bas, mise à mal, effacée. Aujourd'hui, la force, la virilité, la supériorité reviennent sous une autre forme. Les droits des femmes, c'est quand on veut. On leur donne accès au plus beau, on les fait miroiter pour leur reprendre juste après, comme un gamin à qui on donnerait une sucette pour lui retirer une fois qu'il en aurait ôté le plastique d'emballage. Une inclusion lourde pour l'équité, oui. Montesquieu disait « l'équité naturelle demande que le degré de preuve soit proportionné à la grandeur de l'accusation. » Et oui, il est dur de se savoir ignorant. À ceux qui disent que la performance est par nature inégalitaire, je vous répondrai « oui ». Et c'est pour cette raison que vous ne me verrez pas sur les pistes d'athlétisme ou dans la scène olympique. Tout d'abord, parce que je n'en ai pas envie. Ensuite, parce que je n'en ai pas les capacités. Et on l'entend. Imaginez la boxeuse contre la boxeuse. La première s'entraîne tous les jours pour devenir la meilleure version de soi-même, la seconde naît avec certains avantages en raison de capacités héritées de décennies dans un autre corps. Ce corps porteur de l'inéquité. Quel message pour nos enfants, premiers formés à l'équité, premiers spectateurs, premiers influencés, futurs acteurs. Une inclusion lourde pour la véracité des résultats de notre institution olympique. Institution internationale, institution reconnue. Face aux vices de l'homme, sommes-nous à l'abri de fraudeurs, à l'instar de la personne tentant en nous collant de ne pas payer son dû dans le métro parisien? Dans le doute, nous aurions pu mettre en place un système de dosage de la testostérone. Mais non, les personnes transgenres ne sont pas des rats de laboratoire sur lesquels nous testons les inepties des plus inclusifs. Fragilisant leur corps, l'institution olympique doit les préserver, elles aussi. Nous ne pouvons donc, à l'heure actuelle,
intégrer les personnes transgenres dans nos catégories olympiques. Mesdames et messieurs les jurés, chère assemblée, apaisez-vous, ce n'est qu'une question de temps. Calmons nos ardeurs et notre fort intérieur, ne laissons pas le cœur choisir pour tant d'ampleur. Madame la loi, je vous ai malheureusement écouté, j'ai une question pour vous. Vous devez connaître probablement l'histoire de Caster Semenya, qui est une athlète sud-africaine du 800 mètres. Elle est cisgenre, mais elle a un taux de testostérone plus important que les autres femmes qui concourent avec elle. N'avez-vous pas peur qu'en voulant protéger les femmes et en restreignant la définition de la vraie femme, vous ne portiez pas préjudice à l'ensemble des femmes? Monsieur le procureur, aucune définition restrictive n'a été donnée pour ma part. Au contraire, mes propos visaient à garantir cette égalité, une femme sous testostérone étant nécessairement avantagée, c'est prouvé et donc c'est certain. Merci pour ce témoignage. Nous allons donc poursuivre avec les témoins. Je crois que le prochain témoignage est de Madame Aimée Duquet, professeure d'économie du sport. Nous écoutons votre témoignage. On en a entendu des choses depuis le début de ces témoignages. Le goût de l'effort, le dépassement de soi, l'intégration. C'est le champ lexical du sport ou du management? Règle du jeu, le mérite, une meilleure productivité. Le champ lexical du sport ou du capitalisme? Je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais dans le doute, et comme je suis là pour ça, on va développer un peu ensemble. Mesdames, Messieurs, je me présente témoin à ce procès, enseignante-chercheuse agrégée, les conséquences de l'appropriation du corps des athlètes comme recherche et corps de métier. Parce que oui, c'est dès les Jeux de cirque de la Rome antique qu'on parlait de moyens de dépolitisation et d'aliénation des masses par le sport. Monsieur Coubertin est écrasé par son ego, mais il n'a rien inventé. Dès les premiers Jeux, l'événement sportif exigeait la mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières en masse. Et des millénaires plus tard, surprise, les recettes financières se mêlent avec du dopage, de la marchandisation démesurée et un stade délirant construit au Qatar sur les cadavres de tas d'ouvriers. Le sportif aujourd'hui est une marchandise. Même les juristes le disent. Quand un club a voulu annuler un transfert, il a dit, je cite, que le joueur transmis était non conforme à l'usage auquel il était destiné. On en est là quand même. En économie, ça se traduit par des sportifs qui permettent de produire de l'argent, de construire une image, bref, de faire vendre. C'est les accords de Zidane avec le groupe Leader Price ou Zlatan Ibrahimovic dans le dernier Astérix et Obélix. Mais l'économie du sport, c'est aussi des fonds de pension qui investissent massivement pour payer les pensions des actifs américains ou chinois. C'est aussi de l'achat de joueurs à bas coût en espérant revendre plus cher. C'est des travailleurs et travailleuses qui participent à la machine, mais qui n'en sont pas moins valorisés et payés. On a donné des chiffres de part et d'autre, je vais en donner aussi. C'est plus de 130 accidents, dont 17 graves, sur les chantiers des JO de Paris. Depuis leur commencement, qui sont déjà recensés. Et un mort déjà, en juin 2023. Sans compter toutes les enquêtes ouvertes pour travail illégal, minoration salariale et emploi de sans-papiers sur ces chantiers, et le travail des 45 000 bénévoles aux allures plus ou moins dissimulées. Venez travailler en 35 heures gratuitement. La rémunération, c'est l'ambiance des jeux et on vous vire de vos logements Crous. Pour faire quoi au juste? Drainer des millions de touristes qui se multiplient année après année, des consommateurs de produits nuisibles. L'industrie Coca-Cola les remercie. Ou c'est peut-être monsieur le supporter qui remercie l'industrie Coca-Cola, je ne sais pas. Des dispositifs de captation de la vision et de l'argent liés aux nouvelles technologies de l'information de masse, de la territorialisation financière avec Airbnb et de plus en plus de surveillance
nos chers petits drones chéris. Bref, sacrés humains sont ceux qui dénoncent notre civilisation techno-industrielle et ses désastres sociaux et climatiques, mais qui célèbrent les Jeux Olympiques. C'est une industrie comme les autres, le sport. Désolée de vous l'annoncer. Et qui dit industrie dit argent, et qui dit argent dit corruption, non? Si, et ça n'est pas étonnant quand on sait que les nombreuses institutions sportives chargées du règlement et de l'attribution des compétitions ont une forme étrangement similaire. Une association et un petit siège social dans un paradis fiscal, bah oui. Alors, Lance Armstrong, les joueurs des White Sox, le Crashgate de Renault, Ben Johnson, on ne pourra pas parler de tout le monde. Ce que je peux peut-être vous dire ce soir, c'est que le 27 mai 2015, le FBI a demandé l'arrestation de 7 hauts responsables de la FIFA, reconnus coupables de blanchiment d'argent, corruption et racket par la justice américaine. Justice qui a révélé que ces pratiques étaient monnaie courante depuis 2 générations à la tête du football mondial. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis septembre 2023, le Qatari Mohamed bin Haman est visé par un mandat d'arrêt en France et mis en cause pour des faits de corruption privée en lien avec l'attribution de la Coupe du Monde de football au Qatar. Ce que je peux vous dire, c'est que le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a été perquisitionné mercredi 18 octobre dernier dans le cadre d'une enquête préliminaire pour favoritisme, recel et prise illégale d'intérêt. Comme quoi, Madame la Loi, vous ne la respectez pas beaucoup, la loi, avec le comité. Bref. En quelques dizaines d'années, le sport est devenu l'un des vecteurs les plus actifs et performants du développement économique du monde. Marché de marques et logos, transfert de sportifs, addiction au paris, sous l'égide de santé, jeunesse, éducation, culture. Le sport a conquis la terre, le ciel et la mer. Et le marché économique ouvert par ces compétitions est infini. Et il cherche constamment à dépasser les frontières des États et de leurs lois. Et c'est toujours les plus vulnérables qui en payent le prix. Le sport n'est plus qu'un miroir du capitalisme mondialisé. Et il serait temps, à travers ce procès, de le réaliser. Merci. Une question à poser à ce témoin. Madame, sommes-nous au procès du sport ou à un meeting syndical? Au procès du sport. Merci pour cet échange fructueux. J'appelle à la barre notre prochain témoin, M. Théodore Largent. Chère Assemblée, laissez-moi tout d'abord vous dire à quel point je suis heureux d'être convié à ce bel événement. L'occasion pour mon groupe, le groupe L'Argent, de montrer comme nous partageons les valeurs du sport. Des valeurs de succès, de dépassement, de performance et de résultats. Alors oui, j'ai entendu les discours de Madame l'économiste. Le problème des économistes, c'est qu'ils crient toujours au loup. On leur dit argent, ils crient au loup. Investissement, au loup. Capital, ah, au loup, au loup. Et puis le capital par-ci, le capital par-là, et au milieu, en épouvantail, bien évidemment, le grand capital. Chère madame, j'aimerais vous poser une question. Que ferions-nous? Et je vous la pose sincèrement, hein. Que ferions-nous sans les investisseurs privés? Comment comptez-vous organiser un événement d'envergure planétaire sans apport extérieur de capital? À votre avis, pourquoi Coca-Cola est partenaire des JO 2024? Certainement pas pour les vertus des sodas, pour la santé des athlètes. Même les Qataris
ont eu besoin du capital de leur compagnie pétrolière pour organiser la Coupe du Monde de football en 2022. Même les Chinois, mesdames et messieurs, ont eu des sponsors pour organiser les JO de Beijing en 2008. Et je rappelle, les Chinois, hein, c'est des communistes. Donc vous pensez bien qu'en France, chère madame, on ne peut pas s'en passer. Un peu de sérieux. Qu'on le veuille ou non, le sport est un marché, bien sûr. Un marché qui, rien qu'en France, compte déjà plusieurs millions d'acteurs. Les athlètes professionnels, évidemment, mais aussi les athlètes amateurs, leurs entraîneurs, leurs avocats, les personnels des clubs, des associations, des fédérations, les bénévoles, les agents, les coachs, les professeurs, les agents d'entretien aussi, à qui on ajoute, bien sûr, les centaines de milliers de licenciés dans les clubs sportifs et autres go-muscu abonnés à la salle de sport. Tous ces acteurs génèrent et échangent de la valeur. Et l'on voudrait que cette valeur soit extraite des lois du marché. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. L'argent, la rentabilité et donc le capital font vivre le sport. Le sport est donc, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, un milieu où se bousculent les opportunités, les coups à jouer. Mais c'est aussi un milieu dans lequel se bousculent les futures stars, les héros de demain. Imaginez ensemble un petit prodige, un espèce de diamant brut, un talent pur, un dieu dans sa discipline. Imaginez un Léon Marchand. Léon Marchand, c'est notre petit nageur prodige en France, meilleur athlète français en 2023, meilleure chance de la France de médaille pour les JO de 2024. Il a pulvérisé, il y a moins d'un an, le record, le dernier record de Michael Phelps qui tenait encore, le 400 mètres 4 nages, pulvérisé. C'est un génie. C'est un génie. Bon, eh bien le petit Léon, sans apport de capital, sans soutien financier, il ne peut pas faire ses jeux. Et ça vaut pour tout le monde. Dans quelques années, Léon Marchand, soyez assurés qu'on va le retrouver sur les affiches publicitaires. Et puis peut-être aussi, comme Michael Phelps en son temps, en couverture des boîtes de céréales Kellogg's. Preuve qu'on n'a pas besoin d'être beau pour réussir dans le sport. Michael Phelps, on se souvient. Preuve non plus que le succès n'a pas plus de genre ou de couleur que l'argent n'a d'odeur. Preuve enfin que seul le travail paye. Seule la réussite paye. Et les gens, ne vous en déplaise, chère madame, vous, nous, on aime la réussite. On aime les success stories. On aime les belles histoires, celles qu'on se raconte, celles dont on se souvient. T'étais là en 2018, bien sûr que j'étais là en 2018, et tu te souviens du sponsor? Mais oui, c'était Coca-Cola, incroyable. Le sport est un milieu dans lequel il y a des influenceurs. Les sportifs, mesdames et messieurs, sont des influenceurs comme les autres. Et donc, un marché à conquérir. Et donc, des investissements à produire. Des investissements à produire. Amis sportifs qui êtes dans la salle, je vous laisse ma carte à la fin de ce procès. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Largent. J'ai une question. Vous connaissez probablement la société qatari beIN Sport. beIN Sport, diffuseur de Ligue 1, également propriétaire de clubs de Ligue 1, également intervenu auprès de journalistes français
pour des articles favorables sur le Qatar. Comment, dans ces conditions, préserver l'équité et l'intégrité du sport? Je vous remercie. Cher monsieur, cette question est vraiment la preuve que, de ce côté-là, on crie toujours au loup. Ah, le capital, ah, les Qataris, etc. Si beIN Sport s'est engagé à ce point en France, ne serait-ce que sur la diffusion, c'est parce que Canal n'y est plus. Si beIN Sport a racheté des clubs, c'est parce que les investisseurs français n'en voulaient plus. Si beIN Sport fait pression, c'est parce que beIN Sport a les moyens de faire pression. Encore une fois, on crie au loup, on est là, on a peur, etc. Alors que c'est simplement les lois du libre marché, de la libre concurrence. Donc ça suffit avec ce genre de questions, ce genre d'épouvantail. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous demanderai de respecter le ministère public. Nous allons écouter le dernier témoignage, l'avant-dernier témoignage d'un joueur de football. Il s'agit de M. Henri Thierry. Extraordinaire, mémorable, historique. Ce soir-là, à la suite de notre sacre, nous étions devenus, à en croire les titres de la presse sportive, les rois du monde. Sur cette pelouse du Vélodrome, en cette fin de saison éprouvante, la fin de match tendue avait laissé place à la liesse et à la célébration d'un titre que le club attendait depuis 20 ans. Une ambiance festive, des coéquipiers heureux, un staff satisfait, des supporters comblés. J'avais tout pour être heureux. J'étais censé être heureux. Mais c'était sans compter les réminiscences du chemin parcouru jusque-là qui remontèrent subitement à la surface. Là, au milieu des festivités, au milieu de mes copains, mon regard vide et hagard tranchait avec les visages manifestement enchantés de ceux qui m'entouraient. J'avais certes réalisé mon rêve de devenir footballeur professionnel, mais à peine avais-je manqué de me noyer dans les eaux tumultueuses du football. Lorsque j'avais décidé avec mes copains d'enfance de Dakar de rejoindre le centre de formation de notre quartier, promesse nous avait été faite par Gérard, le responsable du centre, de faire de nous des stars. Vous gagnerez beaucoup d'argent, nous disait-il. Vous jouerez dans les meilleurs clubs, vous jouerez les meilleures compétitions et vous serez adulés. Il n'en fallait pas plus à l'époque pour appâter nos parents, déjà tourmentés par la dureté d'une condition sociale précaire. Mais rapidement, ce que nous croyons être un rêve éveillé s'avérait en fait un labyrinthe de manipulation, d'avidité et de cruauté. On s'attendait à avoir des encadreurs chaleureux et aimants. À la place, nous avions des bourreaux froids et impitoyables. Ce soir-là, au milieu des festivités et de la champagne qui coulait à flot, comment ne pas se souvenir d'Ousmane? Ah, Ousmane, ce jeune garçon filiforme, au regard pétillant et au sourire contagieux. Ousmane était certainement le meilleur d'entre nous. Vous savez, ce genre de joueur avec une relation particulière avec la balle, à la technique sûre, aux gestes spectaculaires. Malgré les nombreux tests, Ousmane n'a pas reçu la moindre offre. Trop maigre, pas assez fort, Ousmane n'a pas réussi à briser les nombreux stéréotypes qui ont été érigés en règle dans notre sport, lesquels nient la diversité et la singularité de chacun au profit d'une affligeante et grossière caricature selon laquelle être un Africain, c'est se voir inexorablement attribuer le rôle du héros musclé, mais dépourvu de finesse d'esprit. Quelle tristesse pour la richesse de l'humanité. Quelle insulte
pour la singularité de notre espèce. Ousmane repose aujourd'hui dans le cimetière Bel Air de Dakar, victime de la réalité macabre des coulisses du football que la défense représente aujourd'hui. Après un énième test infructueux dans un club de Ligue 1, Ousmane a été abandonné par celui qu'il croyait être son protecteur, son agent. Sans contact, sans ressources, sans repères, mon jeune camarade perdit pied et sombra peu à peu dans le désespoir, dans la dépression, jusqu'à en perdre la vie, peu après avoir été rapatrié dans sa Teranga natale. Quel tort Ousmane, comme des millions de jeunes garçons et de jeunes filles à travers le monde, avait-il bien pu commettre, si ce n'est celui d'un jeune homme insouciant, des rêves plein la tête, des étoiles plein les yeux, qui ne demandait qu'à faire ce qu'il aimait le plus au monde, jouer au football. Cette ambition pourtant noble et légitime a été trahie par un système sans scrupules, qui n'hésite pas à sacrifier des vies humaines sur l'autel des intérêts avides de ces acteurs qui en profitent. Monsieur le Président, chers jurys, Mesdames et Messieurs, la prochaine fois que vous regarderez un match de football, osez avoir une pensée pour Ousmane. Car au-delà des témoignages partagés, au-delà des vérités dérangeantes communiquées et révélées aujourd'hui, nous sommes tous interpellés à nous questionner sur les ombres qui se cachent derrière le glamour des stades et à nous interroger sur le véritable prix de notre passion commune pour le sport. Dans ces conditions, j'appelle à la barre monsieur l'entraîneur Jean-Marc Début. Nous écoutons votre témoignage. Alors, bonjour, je me présente. Jean-Marc Début, ancien joueur pro. Je suis dans le football depuis que j'ai 7-8 ans, je dirais. Bon, classique, après une grave blessure qui m'a obligé à arrêter ma carrière, passer les diplômes de coach. Ce qui m'a permis de prendre la tête d'équipe plutôt en milieu semi-pro, je dirais. J'ai coaché des gosses en apprentissage. J'ai coaché des ados en post-formation et des hommes terminés, des produits finis. Dans tous les cas, je toujours transmis le plus important, à savoir l'envie d'avoir envie. La capacité à aller chercher, pour les gars qui sont avec toi, ce que tu as dans le bide, à poser tes couilles sur la table. C'est comme ça que petit à petit, je suis devenu tonton Marco. Comme j'avais pas mal d'expérience, sur la formation notamment, et que je voulais travailler avec les clubs pro, j'ai commencé à devenir agent de joueur, au sein des réseaux que j'avais montés progressivement pour faire le lien avec les clubs qui recherchaient des jeunes talents. Donc l'idée, j'ai un peu de mal avec la tablette, on est passé à la data là dans le football, donc je suis en train de... je me forme en fait. L'idée du coup, c'est de trouver des jeunes talents, des talents bruts, des pépites, pour les accompagner et les conseiller vers la professionnalisation. Et vous savez, là où je travaillais, du talent, il y en avait. Mais de la discipline et des attitudes professionnelles, ça, c'était plus compliqué. Mais bon, moi, je les aimais, les gamins. Au bout d'un moment, on devient proche, c'est presque la famille. Je me souviens du petit Ahmed, le petit Ahmed, petit Nordine, petit Joël, que des bons gamins, un peu agités, qui sont devenus des hommes, des vrais joueurs professionnels. Après quelques années, moi je suis passé à autre chose. Parce que vous savez, c'était pas un métier facile. Il faut toujours chercher des joueurs, c'est un commerce. Et quand ça se passe mal pour un joueur, ce qui arrive souvent, ça fait des histoires tristes.
Par contre, quand ça se passe bien, quand ça se passe trop bien, bah, il veut un autre agent, le gamin. Parce qu'il veut changer de dimension, c'est normal. C'est pour ça que quand j'ai reçu la proposition de l'Académie d'excellence des étoiles montantes du football africain, bah, j'ai tout de suite dit oui. Aller travailler en Afrique, pourquoi pas? J'avais déjà travaillé avec des équipes colorées, en banlieue notamment. Alors gommer les défauts de la formation sénégalaise, bah, j'en étais capable. Je l'avais fait avec des Maghrébins, et les Sénégalais, ils sont pas plus cons que les Maghrébins. Alors je l'ai fait partout où je suis passé, moi. Je vous le disais, je l'ai fait partout où je suis passé. Et depuis 5 ans maintenant, je permets à des milliers de gamins de réaliser leurs rêves, quitter la misère. Moi, ma passion, tout ce que je sais faire. Et mon unique critère de jugement, c'est le football. Alors je vais vous expliquer mon métier parce que je comprends bien le sens que ça prend, votre petite histoire de procès là. Et que les choses soient bien claires. Moi, l'Afrique, je la connais. Vous n'y connaissez rien. Et c'est pas depuis Paris avec vos beaux costumes tout propres, messieurs, hein, vos beaux costumes tout propres, que vous allez m'expliquer ce que c'est l'Afrique. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur les bords de terrain. L'objectif de l'académie, du coup, c'est de fournir une école d'excellence aux jeunes talents africains, en leur permettant de bénéficier du savoir-faire et de la discipline européenne. On va piocher dans les clubs du coin, soit en leur faire du repérage directement, soit en ouvrant des sessions de sélection chaque année. Concrètement, on prend les gamins qui bougent bien, on leur fout des crampons et on regarde ce qu'ils savent faire. On soumet ensuite les gosses à une sélection drastique pour réussir à trier les pépites. Alors on a plusieurs tours de sélection, évidemment. Au début, on en reçoit quelques milliers de prétendants, on en retient une centaine, puis quelques dizaines à l'internat, jusqu'à aboutir à une promotion d'excellence recentrée sur 23 talents, que l'on va porter vers les plus gros standards européens, les aider à réaliser leurs rêves, en les vendant du coup aux clubs qui adorent les profils africains. Selon ce qu'on cherche, on peut se tourner vers des Français, des Maghrébins, des Antillais, des Africains. L'avantage du joueur, je dirais, typique africain, bah, il n'est pas cher. Généralement, il est prêt au combat. Et on peut dire qu'il est puissant sur un terrain. Après, le football, c'est pas que ça. C'est aussi de la technique et de l'intelligence, de la discipline. Il faut tout dans une équipe. Il faut des Maghrébins, il faut des Nordiques, avec de la discipline et une bonne mentalité. Une équipe de foot, c'est un mélange des meilleurs. Et on sait que les clubs et les sélections européennes, elles veulent pas que des grands et des costauds. Elles veulent pas que des puissants. Concrètement, elles veulent pas que des blacks. C'est pour ça que quand on trouve un profil un peu plus atypique, capable de jouer plus haut et de marquer des buts, on le vend, nous, un peu plus cher. Et vous savez, quand on permet à un joueur de réaliser son rêve, bah, c'est toute une famille, voire tout un village, qu'on sort de la misère. Alors ouais, il y a de la casse. Il y en a qui sont laissés sur le côté. Mais ça, c'est le sport, ça fonctionne au mérite. Il n'y a que les meilleurs qui feront rêver des millions de supporters dans le monde et qui seront très bien payés pour faire ça. C'est pour ça qu'il n'y a rien de moins raciste. Il n'y a rien de plus juste que le football. Si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu joues pas. C'est ça. C'est pour ça qu'on a des équipes aussi colorées. C'est pour ça qu'on a la réunion Black Blamber en 98. Il n'y a rien de plus beau que ça. Moi, je vous le dis. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'avec tous vos procès, vos machins, toutes vos théories, vous voulez juste gâcher notre plaisir et la passion de plusieurs millions de personnes parce que vous ne supportez pas que des gamins partent de rien et deviennent millionnaires. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Voilà. Une question à poser au dernier témoin. Tout à fait, monsieur Débu. Parmi tous les gamins africains que vous avez accompagnés, combien ont réalisé leurs rêves et combien sont retournés et ont disparu et vous n'avez plus jamais entendu parler d'eux? Je vous remercie. Monsieur le juge, je crois que tu n'as pas écouté ce que je disais. Moi, je te disais, je suis coach, pas comptable. Donc, je ne sais pas exactement. Je te dis, moi, je te parle de bonheur, toi, tu me parles de chiffres. Donc, je ne sais pas, mais il y a des champions dans le lot. Merci pour la question. Merci pour cette réponse. Monsieur le procureur, nous allons donc pouvoir écouter votre réquisitoire. Être sportif, c'est littéralement impossible. Vous avez déjà essayé? Il faut être
Unique, performer de manière unique, mais pas trop unique, sinon vous êtes disqualifié. Depuis peu, tu peux être une femme. Pas recommandé, mais tu peux être une femme. Mais attention, il faut être féminine. Féminine, mais virile. Il ne faut pas être noir. Enfin, tu peux, mais il faut l'être de la bonne façon, dans le bon sport, au bon moment. Tu peux être juif, mais pas partout, pas à toutes les époques et pas dans tous les pays. Tu peux être homo, si tu la fermes. Tu dois être authentique, mais pas trop authentique, car tu dois plaire aux sponsors. Mais tu ne peux jamais dire que tu dois plaire aux sponsors. Tu dois dire que tu veux être authentique, mais tu dois quand même plaire aux sponsors. Vous suivez? En fait, le sport déteste les sportifs. Vous avez écouté comme moi les témoignages de sportifs qui adorent le sport et que le sport adore détester. Grâce à eux, nous verrons trois choses. Nous verrons d'abord que le sport adore la performance, sauf celle des minorités. Nous verrons ensuite que le sport adore exalter la fierté d'un pays, sans vous dire que cette fierté peut se retourner contre vous. Nous verrons enfin que le sport adore le spectacle, tant qu'il lui rapporte de l'argent. Loin d'être l'essence même de l'universalisme, le sport catalyse et multiplie les discriminations. Car ce soir, j'accuse le sport d'être discriminatoire. Le sport adore la performance, sauf celle des minorités. Le sport, c'est construit par les hommes et pour les hommes. La femme est avant tout une reproductrice destinée à couronner les vainqueurs, disait Pierre de Coubertin. Alors, vous me direz, depuis, on a évolué, on a changé. Les femmes sont désormais autorisées à performer dans toutes les épreuves olympiques. Par exemple, le saut à ski olympique, elles sont autorisées à performer à toutes les épreuves depuis, attendez, 2014. Très bien. D'ailleurs, attention, on parle de vraies femmes. Qu'est-ce qu'une vraie femme? Le sport n'en sait rien, mais ça n'est pas important. En témoignent les errements des différents comités sur les athlètes transgenres, scrutés, analysés, exclus, accusés de déséquilibrer les compétitions sportives, car elles ne seraient pas comme toutes les autres femmes. Mais est-ce que toutes les autres femmes sont comme toutes les autres femmes? Est-ce qu'on ne célèbre pas Michael Phelps, justement parce qu'il n'est pas comme tous les autres hommes? En parlant de fierté, le sport adore exalter la fierté d'un pays, sans vous dire que cette fierté peut se retourner contre vous. Vous êtes ce joueur de foot sénégalais, plein d'espoir et de rêves, endetté pour venir en France, abusé par un marchand de rêves qui lui a promis qu'il serait le futur Didier Drogba. Classifié, racialisé, essentialisé. Si vous êtes brillant et chanceux, vous serez le futur espoir de la France. Si vous n'y arrivez pas, vous n'êtes qu'un migrant dont on ne veut plus. De l'or ou dehors. Ou bien vous êtes un sportif de haut niveau, nageur et juif, puissant, 85 kilos de médailles. Fierté de la France. Et puis en 1943, vous êtes déporté. Derrière vos médailles, vous ne restez qu'un simple juif en maillot de bain. Ça n'est pas suffisant pour vous défendre quand les valeurs de l'olympisme, l'excellence, le respect et l'amitié, se transforment en travail, famille et patrie. Le sport ne protège pas ses enfants, qui ne sont l'étendard d'un pays que le temps de la compétition. Une compétition très lucrative, car le sport adore le spectacle tant qu'il lui rapporte de l'argent. Attention, nouvelle règle, non content d'affronter votre adversaire, il vous faut désormais affronter l'économie de marché et les bulles spéculatives. C'est parti! Le sport, comme tout le reste, a besoin d'argent pour fonctionner. Beaucoup d'argent, énormément d'argent, mais la machine s'est emballée. Les JO sont aujourd'hui synonymes de favoritisme. La Coupe du Monde est synonyme de corruption. La passion a été remplacée par le sponsoring. Et qui trinquent, à votre avis? Mais toujours les mêmes, vous imaginez bien, les plus marginalisés. Les joueurs de football sénégalais, les athlètes transgenres, les nageurs juifs et tous les autres. J'accuse le sport de s'être perdu en cours de route. Car l'important, ce n'est pas de participer. L'important, c'est de pouvoir participer.
À vos marques, prêts, partez. Ils s'élancent. Ils sont tous sur la ligne de départ. Quand tout d'un coup, Jesse Owens, il accélère, les dépasse, prend de l'avance. Il est seul face à la ligne d'arrivée. Il plane, il vole face à l'épreuve du 100 mètres. Jesse Owens est champion olympique. Jesse Owens, mesdames et messieurs, est l'homme le plus rapide du monde. 10 secondes 03. Cela pourrait être une victoire olympique comme il y en a beaucoup tous les 4 ans, mais laissez-moi remettre la lumière sur un épisode de l'histoire. Nous sommes à Berlin, en 1936. L'État le plus raciste d'Europe, l'Allemagne nazie, accueille les Jeux Olympiques. L'État le plus raciste d'Europe accueille le monde. Au même moment, outre-Atlantique, aux États-Unis, des millions d'hommes et de femmes se battent pour le droit des Afro-Américains. Des millions d'hommes et de femmes entre l'Allemagne et les États-Unis n'ont pas de droits civiques parce que juifs ou parce que noirs. Mais ce jour-là, mesdames et messieurs, chers jurés, chers présidents, chers publics, ce jour-là de juillet 1936, un homme noir, un athlète afro-américain, est couronné d'or et de laurier, un homme noir, petit-fils d'esclaves de l'Alabama, est couronné d'or et de laurier devant Adolf Hitler, devant 100 000 personnes et devant le monde entier. Mesdames et messieurs, c'est grâce aux Jeux olympiques et grâce au sport qu'une pareille victoire est possible. 10 secondes 03. Le temps qu'il lui a fallu pour 100 mètres. 10 secondes 03. Pour devenir l'homme le plus rapide du monde. 10 secondes 03, monsieur Klein. Le temps qu'il faut pour mettre à terre les théories racistes et ségrégationnistes. Merci les Jeux Olympiques et merci Jesse Owens. Mesdames et messieurs, chers jurés, chers présidents, le sport n'est pas raciste, le sport écrase le racisme. Le sport unit, le sport transcende. La seule couleur que le sport reconnaît, c'est celui de la performance. La seule couleur que le sport reconnaît, c'est celle, mesdames, messieurs, c'est celle de la victoire. Et le chronomètre ne ment jamais. Et ce chronomètre devant lequel nous sommes tous et toutes réunis pour regarder un match de foot, de basket, de handball, de rugby, ces sensations, ces émotions qui nous unissent. On est différents, mais ce moment-là, on porte le même maillot, on a le même rêve, on a le même espoir, celui de voir la France championne du monde, championne olympique. Ces moments-là, nos différences, nos divergences, nous les oublions. Car nous sommes tous unis devant cet espoir, cette peur, cette tension, ce drame. Non, pas toi, Zizou, pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Mesdames et messieurs, nous étions tous ensemble à ce moment-là. Pour ma part, et peut-être que je n'étais pas la seule, à pleurer Zinedine, pas toi. Et oui, pour une fois que la France tout entière applaudit un homme qui s'appelle Zinedine et qui vient des quartiers pauvres marseillais. Et oui, le sport, regardez l'équipe olympique française comme elle est belle. Elle s'appelle Aïtadou Sako, elle s'appelle Wassila El Tadiri, Amina Zidani à la boxe, je les salue d'ailleurs. Cette France, ô combien qu'elle est belle, est une mosaïque. Elle est de toutes les couleurs. Cette France des villes, cette France des banlieues, cette France des territoires et des outre-mer. Territoires trop longtemps oubliés de la République, ces grandes terres des outre-mer, riches en champions et en championnes. Cette diversité-là, qu'on voit dans l'équipe olympique française, cette grandeur, où la voit-on? La voit-on dans la sphère politique, monsieur Klein? Regardons le gouvernement, 13 ministres. Combien issus de la diversité, monsieur Klein? Une seule.
1 sur 13, c'est moins de 7%. Regardez la cérémonie des Césars, les arts, c'est bon, on vous avait Leila Bekti, Omar Sy, c'est bon, vous pouvez vous taire, vous l'avez votre diversité. Il faudrait s'en contenter. Et c'est le sport qu'on accuse de racisme. Mais le sport, l'olympisme, nous montre que la seule couleur qui compte, c'est celle de la performance, c'est celle de l'effort et de la solidarité. Ces athlètes, grands, petits, blancs, asiatiques, d'origine asiatique, maghrébine, africaine, ils font la beauté et la richesse de la France. Ces enfants et petits-enfants de l'immigration font la grandeur et la beauté de la France, et le sport et l'olympisme leur donnent la lumière et le prestige qu'ils méritent. Enfin, mesdames et messieurs, je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a pas de racisme dans le sport. Le racisme est partout, et le racisme est sur tous les terrains. Mais ce racisme-là dans le sport, il n'est jamais le fait de discipline. Avons déjà vu un ballon qui refuserait d'être touché par des mains parce qu'elles sont noires? Ou un terrain parquet parce que monsieur est juif? Non, ce racisme-là n'est jamais le fait du sport. Monsieur Klein, monsieur et madame les jurés, maître Ngazi, monsieur le président, Rima Yadi. Ce racisme-là n'est jamais le fait du sport, il est le fait d'hommes et de femmes. Dans ceux qui le supportent, dans ceux qui le pratiquent ou dans ceux qui le financent. Mais ce racisme-là n'est pas et ne sera jamais le fait du sport. Enfin, chers jurés, mesdames et messieurs, mes chers élèves que je salue, la seule couleur qui compte dans l'arène sportive, la seule couleur qui compte dans l'arène sportive et la seule couleur qui l'emporte, mesdames, messieurs, c'est celle de la victoire. Merci à tous. Bien, mais je veux bien être le président de ce tribunal, mais vous savez que moi je ne suis là pour décorer. J'aimerais que les jurés de ce soir peut-être prennent la tribune pour dire un mot. Je ne sais pas si les autres membres du jury souhaitent me rejoindre. Rejoindre, oui. Les solidaires. La décision est collégiale. Bonsoir à tous. Merci à vous pour cette belle soirée, pour cette belle joute, pour ce beau débat. On ne va pas faire durer le suspense indéfiniment. L'équipe, la partie qui l'a emporté dans ce procès est l'accusation. Le meilleur orateur ou la meilleure oratrice ce soir est Ratiba Ayadi. C'est parce que vous avez cité mon nom plusieurs fois. C'était le but, monsieur Klein, c'était le but. Je savais que j'aurais dû le faire. Bien, mais ce soir nous avons tout de même des médailles à remettre. Est-ce que les médailles sont quelque part? Elles sont ici. Nous allons donc remettre la médaille à Pascal Grousset qui ce soir a été interprété par Guillaume. Pierre de Coubertin ce soir a été interprété par Rémi. Alfred Nakache par Noam. Bravo. Michou par William. Christine par Tom.
Marine. Que dans l'argent par Théophile. Bravo. Henri Thierry par Alex. Jean-Marc Début par Yanis, mais qui n'est pas là. Il a dû s'absenter malheureusement, mais qui nous pourtant, embrasse tous très fort. Il mérite très bien une deuxième médaille car il est un des principaux artisans de la conceptualisation ce soir de cette scénarisation, donc il mérite des applaudissements bien sûr. Pour récupérer sa médaille, monsieur le procureur Maïmoun en revanche mérite. L'avocate, Maître Ayadi, meilleure oratrice de ce soir. C'est l'émotion des débats, l'émotion des procès. J'espérons que cette représentation vous a plu. Je sens en tout cas que la sororité s'exprime ce soir. Qu'après avoir remporté le match de boxe, le match d'art oratoire, la famille Ayadi cette année triomphe, n'est-ce pas? Elle triomphe en éloquence, puisque, vous le savez, comme on dit à la Fédération francophone de débat, on ne n'est pas oratrice, on ne n'est pas orateur,